Álvaro Prieto López était un jeune garçon footballeur de 18 ans. Il commençait tout juste à sortir et un soir, il va décider de passer la nuit dans une boîte de nuit avec ses amis. Le lendemain matin, il devait rentrer chez lui en train, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. D'ailleurs, il prendra une très mauvaise décision qui le mènera directement à sa perte. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Álvaro Prieto López, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une histoire qui se passe en Espagne. C'est assez rare, je fais pas souvent d'histoire espagnole, mais celle-ci me paraissait totalement dingue. Surtout que, comme vous avez pu voir dans le titre, eh bien, la découverte du corps d'Álvaro a été filmée en direct à la télé. Et ça a vraiment permis de médiatiser cette affaire et ça la rend encore plus dingue. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir, ça m'aide beaucoup, donc merci à tous ceux qui le feront. Merci comme toujours à ceux qui sont déjà abonnés. Et sinon, si vous avez aussi envie de me suivre sur mon compte Instagram, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des petits messages, je vous réponds quasiment presque toujours. Donc voilà, n'hésitez pas et comme ça on pourra un petit peu plus se connaître, c'est toujours chouette. Et maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette très triste affaire. Álvaro Prieto López est né en 2005 en Russie, mais malheureusement il s'est retrouvé en foyer d'accueil dès sa naissance. C'est finalement à ses 4 ans qu'il va être adopté par un jeune couple qui s'appelait Rafael et Julia López. Rafael, donc son papa, était quand même un homme d'affaires assez connu de sa région en Espagne et Julia, sa maman, était elle une avocate. Donc voilà, à partir de là, Álvaro a grandi avec ses parents, mais également avec sa sœur adoptive en Espagne, dans la ville de Cordoue, dans le sud du pays. C'est donc là-bas que toute cette petite famille a construit sa vie. En 2023, Álvaro avait enfin 18 ans et il avait été diplômé de son école secondaire et donc à ce moment-là, il a décidé de se lancer dans le monde universitaire. Il a donc commencé à étudier à l'université de Cordoue, donc dans sa ville, et là-bas il étudiait la mécanique. Par contre, à côté de ses études, Álvaro avait une grande passion. Il était un jeune joueur de football, il jouait d'ailleurs dans le club de football de Cordoue. Grâce à ça, eh bien Álvaro avait d'ailleurs une petite notoriété locale. Mais sinon, pour vous parler un peu plus de sa personnalité, les gens qu'il connaissait disaient de lui qu'il était un garçon très travailleur, responsable et qu'il ne s'attirait jamais d'ennui. Donc voilà, je pense qu'on peut dire qu'Álvaro avait tout pour se garantir un très bel avenir. Il était entouré d'amour, c'était un garçon intelligent. Tout se passait assez bien pour lui. Mais malheureusement, en une nuit, seulement une nuit, tout va changer pour lui. En quelques heures seulement, après avoir pris une bien mauvaise décision, il va tout simplement perdre la vie. Pour comprendre, plongeons-nous alors dans la journée du mercredi 11 octobre 2023. Ce soir-là, Álvaro se trouvait dans la ville de Séville, en Espagne, avec certains de ses amis. La ville se trouvait à plus ou moins 1h30 de chez lui, mais c'était pas vraiment grave parce qu'il avait en fait prévu de faire la fête toute la nuit et de prendre le premier train du matin pour rentrer chez lui. Il avait 18 ans, il était jeune, donc clairement, c'était pas grave pour lui de partir dans une ville, faire la fête et revenir le lendemain. Personnellement, c'est le genre de choses que je faisais un petit peu quand j'avais 18 ans. Je faisais la fête toute la nuit quelque part et je prenais le premier train du matin et je rentrais chez moi. Voilà, on n'est pas tout seul, on est entre amis, on est quand même un petit groupe. En soi, il n'y a rien de très mal qui peut se passer. D'ailleurs, ce fut le cas ce soir-là ou même cette nuit-là, dans la globalité. Tout s'est passé comme prévu, Álvaro s'amusait avec ses amis, ils étaient tous ensemble en boîte de nuit. Vraiment, tout allait bien. Ça a d'ailleurs duré jusqu'aux petites heures du matin comme c'était prévu. Donc voilà, à présent, on était donc le jeudi 12 octobre, très tôt le matin. Alors il faut savoir que Álvaro devait vraiment rentrer tôt à Cordoue parce qu'il avait des choses à faire dans la journée et donc il avait prévu de prendre le train de 7h20 du matin à la gare de Santa Justa à Séville. Cette gare-là, c'est vraiment la gare principale de Séville, il y a plein de gens qui y vont, c'est une très grande gare.
Donc voilà, et surtout qu'il avait pris son billet de train pour prendre ce train-là précisément, il ne pouvait pas le louper. Mais voilà, à 7 h du matin, il était encore dans la boîte de nuit en train de danser et quand il a vu l'heure, eh bien il a un petit peu paniqué. Il a vu ses amis qui étaient toujours là en train de faire la fête. Je ne sais pas si eux avaient un billet de train pour ce même train ou si eux comptaient le prendre plutôt à la gare. Aucune idée, mais en tout cas, Alvaro lui s'est dit je dois partir maintenant, sinon je n'aurai jamais mon train. Et donc c'est suite à ça qu'il a décidé de sortir de la boîte de nuit sans vraiment dire au revoir à ses amis parce qu'il s'est dit il faut que je parte maintenant, il faut que je cours, sinon je ne l'aurai jamais. Donc voilà, il a pris rapidement ses affaires, il est sorti de la boîte en laissant tous ses amis derrière lui. Sur le chemin, donc toujours à peu près vers 7 h du matin, Alvaro a envoyé un message à son père pour lui dire qu'il se rendait justement à la gare. Mais voilà, le problème ici, c'était qu'après avoir envoyé ce message, le téléphone d'Alvaro va s'éteindre parce que malheureusement, il n'avait plus de batterie. Alors, c'était un très gros problème parce que absolument tout était sur son téléphone. C'est-à-dire qu'il payait avec, mais il avait également son billet de train sur le téléphone. Donc, s'il n'avait plus de batterie, s'il n'avait plus de téléphone, il n'avait plus d'argent et il n'avait plus de quoi prendre le train. Suite à ça, Alvaro s'est alors rendu au comptoir de la gare et a expliqué la situation. Là, il faut se rendre compte que le train allait bientôt partir, donc il avait vraiment pas le temps. Il a expliqué que son téléphone était éteint et donc il a fourni à l'employé de la gare toutes les données importantes pour que cet employé puisse retrouver le ticket d'Alvaro sur sa base de données. Et ce fut le cas, ça a marché. Au bout d'un moment, il a enfin retrouvé le ticket d'Alvaro, il lui a imprimé, mais malheureusement à ce moment-là, il n'était plus du tout 7 h 20, il était bien plus tard et donc le train d'Alvaro était déjà parti. Alors pour vraiment vous expliquer le fonctionnement des trains en Espagne, quand on prend un billet pour un train précis à une heure précise. En gros, c'est un petit peu comme un avion. Ici en Belgique par exemple, si on a un billet de train, en soi on peut le prendre n'importe quand dans la journée, n'importe quel train, c'est pas grave, on n'a pas de place numérotée ou quoi que ce soit. Mais en Espagne, c'est pas pareil. Et donc, si on loupe notre train, c'est comme si on loupait notre avion. Il faut prendre un autre billet. Donc là, je le reprécise, mais Alvaro n'avait pas d'argent sur lui, vu que l'argent était sur son téléphone. Donc, encore une fois, il a expliqué au personnel de la gare la situation. Il a demandé pour pouvoir échanger le ticket de train, mais malheureusement, on lui a dit que ça n'allait pas dans la politique de l'entreprise. À partir de là, Alvaro s'est donc retrouvé bloqué. Il savait pas du tout quoi faire et donc il a essayé de trouver une solution, mais les choses semblaient quand même assez difficiles. À ce moment-là, Alvaro a un petit peu parlé avec plein de gens et à un moment donné, en parlant avec un des ouvriers de la gare, eh bien cet ouvrier lui a dit que le mieux, s'il voulait rentrer quand même assez tôt à Cordoue, c'était de prendre un billet pour un train à grande vitesse. Ça coûterait que 40 €. Bon, que 40 €, c'est quand même assez cher, surtout quand on a 18 ans, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais encore une fois, c'était le même problème, il n'avait pas d'argent, donc il pouvait pas se prendre ce billet. Personne n'a tenté d'être compréhensif avec lui. Je sais pas, on aurait pu lui donner le ticket, lui faire une facture pour plus tard ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais voilà, personne n'a rien fait, simplement on lui a dit non, si t'as pas d'argent là tout de suite, tu peux pas prendre le train, peu importe que tu aies 18 ans, peu importe que tu doives rentrer, peu importe que tu sois seul, c'est pas possible. Moi là personnellement, j'ose même pas imaginer à quel point il devait se sentir désespéré. Il avait pas dormi de la nuit, il avait besoin de rentrer, mais il n'avait aucune solution. Il était seul, il pouvait joindre personne, même pas joindre ses amis, personne semblait avoir pitié de lui, vraiment ça devait être une situation horrible et presque désespérée pour lui en fait. 1h30 est ensuite passée et puis vers 9 h du matin, un train va arriver en gare. C'était un train pour Barcelone, mais il faisait justement un arrêt à Cordoue. À ce moment-là, Alvaro, qui était désespéré, je le rappelle, s'est dit « Bon, je ne peux pas rentrer légalement dans ce train, donc je vais essayer de me faufiler pour arriver à rentrer dedans malgré tout pour pouvoir rentrer chez moi. Et on verra bien plus tard si je me fais arrêter ou quoi que ce soit. » Pour lui, le principal, c'était vraiment d'être dans ce train. Donc voilà, à 9 h pile, le train est arrivé. Et à ce moment-là, Alvaro a sauté sur la voie ferrée et l'a traversé à pied jusqu'à rejoindre le train. Évidemment, c'est interdit d'aller sur les voies, donc sa petite cascade a quand même attiré l'attention, notamment des ouvriers qui travaillaient sur les voies. D'ailleurs, c'est grâce à ces ouvriers qu'on saura à peu près ce qu'il s'est passé, puisqu'ils ont regardé la scène et ils diront avoir vu ce jeune garçon tenter d'entrer dans le train, mais ils ont pu voir qu'avant même qu'il y arrive, eh bien, il s'était fait arrêter par un contrôleur. Là encore,
encore, il a semblé expliquer quelque chose à ce contrôleur, sûrement sa situation, mais voilà, encore une fois, le contrôleur n'a pas pris pitié et il lui a simplement dit non, tu ne rentreras pas dans ce train. Et voilà, et bien Alvaro est encore une fois resté sur le quai sans moyen de rentrer chez lui. Suite à ça, les ouvriers qui avaient quand même pu intercepter un petit bout de l'échange ont été voir Alvaro et ils lui ont proposé de recharger son téléphone avec leur chargeur, mais Alvaro a refusé. Alors je vais pas vous mentir, jusqu'ici c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de recharger son téléphone? Il aurait pu demander à plein de gens, je ne sais pas pourquoi il a tenté plein de choses jusqu'à faire des cascades pour arriver dans un train, alors que il aurait pu justement essayer de trouver plein de gens qui pouvaient avoir un chargeur sur eux. On est dans une gare, c'est possible. Et là, ce que les ouvriers racontent avec ce fait qu'il lui propose un chargeur et que Alvaro dit non, c'est étrange. On en saura un peu plus tard, donc je vous laisse là-dessus pour le moment. Mais jusque-là, on peut s'imaginer que personne ne comprend la réaction d'Alvaro à refuser ce chargeur. Mais il faut garder en tête que ça, c'est le témoignage des ouvriers. Ils peuvent mentir. On voit pas vraiment pourquoi, au premier abord, ils auraient besoin de mentir par rapport à ça, mais ça reste une possibilité. Parce que clairement, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes dans toute cette histoire. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, on n'en sait pas plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, après cet échange, eh bien, Alvaro a été filmé par les caméras de surveillance de la station en train de sortir de cette gare. Ces images ont été les dernières qu'on aura de lui, parce qu'après ça, eh bien malheureusement, plus personne ne le retrouvera vivant. En parallèle, on a la famille d'Alvaro qui étaient donc tous ensemble à Cordoue et eux, ils étaient absolument pas au courant de tout ce qui se passait. De leur côté, tout allait bien, le papa d'Alvaro avait reçu ce message de son fils comme quoi il allait prendre le train et donc ils étaient tous dans leur maison donc à Cordoue en train d'attendre qu'Alvaro rentre pour manger avec eux. Mais voilà, ils ont commencé à s'inquiéter lorsqu'ils ne l'ont pas vu rentrer à l'heure. D'ailleurs, ils ont essayé d'appeler sur son téléphone, mais c'est là qu'ils ont compris que son téléphone s'était éteint. Donc là, le fait qu'il ne soit pas rentré à l'heure, que son téléphone soit éteint, évidemment, sa famille a commencé à s'inquiéter sérieusement. Ils ont alors pris la bonne décision parce que immédiatement, ils ont décidé de se rendre au commissariat de police pour voir ce qu'il était possible de faire. Sur place, les policiers de Cordoue ont alors appelé le commissariat de la ville de Séville qui se situait proche de la gare de Santa Justa, puisque les dernières informations qu'avaient eues les parents d'Alvaro, c'était que leur fils se dirigeait vers cette gare. C'est ce qu'Alvaro avait envoyé dans son message à son papa, donc c'était en soi le dernier lieu connu où il pourrait être. À ce moment-là, la police a quand même décidé d'appeler les amis d'Alvaro, ceux avec qui il avait passé la nuit à Séville, et ils diront que eux non plus n'avaient aucune nouvelle de leur ami. Ils l'avaient pourtant appelé, mais eux aussi étaient directement tombés sur sa boîte vocale. Suite à ça, les enquêteurs ont alors décidé de faire appel à SOS Personnes Disparues, et grâce à ça, en un rien de temps, la photo d'Alvaro a été diffusée partout dans la région. Avec ça, les enquêteurs espéraient que tout le monde garde bien l'œil ouvert au cas où quelqu'un le reconnaisse, ou même voir si des personnes pouvaient avoir plus d'informations sur sa disparition. Et justement, ça a fonctionné parce que grâce à cet appel à témoignages, des personnes ont appelé la police. Évidemment, il y avait les ouvriers qui lui avaient parlé, ainsi que le personnel de la gare qui avait témoigné, mais ce n'est pas tout. Les policiers vont également recueillir de nouvelles informations. Par exemple, il y avait une femme qui a appelé pour dire que le matin du 12 octobre vers 10h30, donc après qu'Alvaro ait refusé le chargeur de téléphone des ouvriers, elle avait croisé un garçon qui ressemblait justement à Alvaro quelque part dans la rue à proximité de la gare. C'est effectivement une possibilité vu que les images de surveillance de la gare ont bel et bien filmé Alvaro en train de partir. Donc le témoignage de cette femme paraissait assez plausible. En fait, selon elle, le garçon marchait sur l'avenue Kansas City, donc à Séville, proche de la gare, et d'ailleurs d'autres témoins ont déclaré l'avoir également vu dans la même zone à peu près au même moment. Mais bon, même si en soi ça se pouvait que ce soit effectivement Alvaro, on pouvait pas être sûr à 100% que c'était lui, ça pouvait être un garçon qui lui ressemblait. Donc oui, c'était des témoignages précieux, mais ils pouvaient pas être totalement avérés parce qu'il n'y avait pas de preuves formelles. Mais malgré tout, il faut savoir vraiment que cette affaire a été extrêmement médiatisée, beaucoup de gens ont été mis au courant de cette disparition et en soi, les enquêteurs ont reçu en quelques heures plus de 500 avertissements sur l'éventuelle localisation d'Alvaro. Clairement, à ce moment-là, on se dit, parmi ces 500 potentielles observations,
Il était possible que quelqu'un l'ait bel et bien vu, que ce soit bel et bien lui. Il y avait donc quand même cet espoir ambiant comme quoi il pourrait réellement être vivant, mais là encore malheureusement parmi ces 500 témoignages, aucun ne pouvait être 100% avéré. Il n'y avait en soi aucune preuve nulle part, c'était simplement des gens qui pensaient l'avoir reconnu quelque part. En tout cas, le lendemain de sa disparition, le vendredi 13 octobre, la Cordoba CF, qui est donc le club de football dans lequel Álvaro jouait, a partagé l'affiche de sa disparition sur ses réseaux et a annoncé qu'ils allaient s'organiser pour effectuer des descentes de bénévoles dans la zone pour pouvoir aider à la recherche. Donc clairement, il y avait beaucoup de gens qui décidaient d'aider et qui avaient espoir encore de le retrouver vivant. Mais parlons à présent de la recherche au sein même de la gare qui, elle aussi, a été énormément médiatisée. Déjà, les enquêteurs vont se rendre compte que dans la gare, si on franchissait une petite clôture, on pouvait accéder à une partie de la voie ferrée qui était en construction. Donc en gros, à partir de là, il marque un problème de sécurité au sein même de la gare. C'est pas normal qu'on puisse facilement accéder à la voie ferrée. Mais donc à partir de là, on peut se dire que si, comme le disaient les ouvriers, Álvaro voulait quand même monter dans un train même sans son ticket, il y avait la possibilité qu'il ait justement escaladé cette petite clôture qui menait à un petit endroit de la voie ferrée en construction et que grâce à ça, il ait pu accéder au réel rail pour entrer dans le prochain train qui arriverait en gare. On se dit également qu'en faisant ça, eh bien, quelque chose aurait peut-être pu lui arriver. Pour être clair, les enquêteurs se demandaient si peut-être Álvaro n'avait pas simplement eu, entre guillemets, un accident et était décédé. Si c'était le cas, son corps était censé être retrouvé sur les rails ou à proximité. Il y avait eu beaucoup de recherches, on n'avait rien retrouvé, mais voilà, la police continuait à chercher. La recherche s'est même accentuée parce que dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 octobre, donc quand même 4 jours après la disparition d'Álvaro, la police nationale ainsi que plusieurs agents de l'unité militaire d'urgence ont installé une grosse tente pour effectuer une très grosse recherche massive dans la zone. Comme je vous l'ai dit, malgré tout, même si ils avaient quand même ratissé une première fois les alentours de la gare, la police avait quand même cette intuition que le corps d'Álvaro devait se trouver quelque part à cet endroit. Même s'ils ont quand même envoyé une équipe pour être sûr ratisser la route Carmona qui se situait à quelques minutes de la gare, vu que plusieurs personnes rapportaient l'avoir vu à cet endroit. Et donc pour être sûr, ils ont quand même fouillé toute cette rue-là, il y avait quand même beaucoup de policiers qui y étaient et ils ont même envoyé plusieurs chiens pisteurs. Mais bon, malheureusement, aux petites heures du matin, eh bien ils n'avaient rien retrouvé. Par contre, c'est ce jour-là, donc le lundi 16 octobre, un peu plus tard dans la matinée, que les enquêteurs vont faire une macabre découverte. Donc il faut savoir que dans la journée, la police avait continué les recherches au niveau de la voie ferrée et en même temps, une émission télé diffusait en direct les images de cette recherche. Voilà, ça c'est ce qu'ont vu tous les téléspectateurs en direct. Au début, on y voyait simplement la recherche des enquêteurs, quand d'un coup, on va voir que entre deux wagons d'un train, les enquêteurs semblaient avoir retrouvé quelque chose. C'est là qu'une image vraiment très choquante est apparue sur toutes les télés. Les policiers venaient de retrouver le corps sans vie d'Álvaro coincé entre ces deux wagons. C'est totalement dingue et en même temps tragique, et donc à partir de là, eh bien, les enquêteurs ont voulu comprendre comment Álvaro avait pu se retrouver là. Évidemment, ils vont interroger la compagnie ferroviaire à propos de ce train et les employés expliqueront que depuis le mois d'août, ce train était resté dans une zone de maintenance, il n'avait jamais bougé. Mais voilà, ce lundi-là, donc le lundi de la découverte, ce train avait exceptionnellement bougé. En fait, il y avait un autre train qui devait rentrer en gare. Le train en maintenance bouchait la voie, donc il avait été conduit un petit peu plus loin. Et c'est donc grâce à ça que, par hasard, les enquêteurs ont pu retrouver le corps d'Álvaro coincé entre ces deux wagons. En fait, c'est ici que vient une zone un petit peu floue, c'est que l'endroit où le train était à la base en maintenance, c'était un endroit que les enquêteurs avaient déjà fouillé auparavant, ils l'avaient fouillé un petit peu plus tôt, et ils y avaient même emmené des chiens pisteurs, sauf qu'ils n'avaient rien trouvé. Mais par hasard, ce lundi-là, comme je vous l'ai dit, le train a été déplacé et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé le corps d'Álvaro. Ok, ils avaient pu le louper, c'est une possibilité, peut-être que c'est juste un heureux hasard en soi, si on peut dire ça, mais quand même ça pose question parce que comment tous ces enquêteurs, les chiens pisteurs, ont pu passer à côté des centaines de fois sans jamais voir le corps. Donc ça, c'est quand même une zone de flou et ça a laissé les enquêteurs assez perplexes. En fait, à ce moment-là, on peut se demander si le corps n'a pas été placé là plus tard. Rien n'est avéré, on est sûr de rien, c'est peut-être pas ça, mais ça reste une possibilité parce que
c'est étrange quand même. En tout cas, à présent, le corps d'Alvaro avait été retrouvé et on pouvait enfin essayer de comprendre ce qui lui était réellement arrivé. Suite à ça, son corps a alors été envoyé auprès d'un médecin légiste et l'autopsie déterminera alors qu'Alvaro était mort électrocuté et le légiste conclura donc que sa mort avait été causée sans aucune intervention d'une autre personne. En gros, selon lui, il ne s'agissait que d'un accident. C'est une triste réalité, mais il y a quand même pas mal de personnes qui meurent chaque année ou qui ont des blessures extrêmement graves parce qu'ils se sont amusés à monter sur des trains, parce qu'ils ont touché des lignes électriques. Et voilà, malheureusement, ça ne pardonne pas. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à Alvaro. Mais les enquêteurs ont quand même tenu à vérifier cette hypothèse et ils ont vite remarqué qu'il y avait une station-service juste à côté des voies ferrées et que justement, cette station-service avait une caméra de surveillance qui pointait vers la zone de maintenance. Donc justement, zone de maintenance où le train dans lequel Alvaro a été retrouvé était garé. Les enquêteurs ont donc regardé les images qui dataient du moment où Alvaro est sans doute décédé et ils vont justement voir la scène. Alors, tout d'abord, je précise que cette vidéo n'a jamais été publiée, donc on ne peut se baser que sur ce que les différents médias ont expliqué par rapport aux images. Mais donc voilà, sur ces images qui dataient du jeudi 12 octobre au matin, on pouvait y voir Alvaro en train de marcher sur les wagons d'un train qui était arrêté dans la zone de maintenance. Toujours selon les médias, à un moment donné, ces caméras auraient donc filmé Alvaro en train de toucher la ligne électrique qui transportait donc un courant d'une très haute intensité. C'est donc là que les enquêteurs auraient pu voir sur ces images Alvaro en train de toucher ce câble, se faire électriser, se faire même électrocuter et tomber dans cet écart entre les deux wagons. D'ailleurs, c'est donc dans cet écart que 4 jours plus tard, il a été retrouvé par les autorités. Avec ces images de vidéosurveillance, on avait quand même une certaine confirmation comme quoi le corps d'Alvaro avait dû se trouver dans cet endroit, ce petit écart entre les deux wagons depuis longtemps et que sans doute son corps n'avait donc pas été déplacé et que les enquêteurs et les chiens étaient bel et bien passés à côté, même si on peut toujours se poser quand même des questions. Rien n'est très clair. Mais en tout cas, une chose était claire, grâce à ces images, grâce au rapport de l'autopsie, l'affaire semblait être résolue. Il ne s'agissait que d'un triste accident. Mais, il reste quand même une inconnue dans tout ça. En fait, la caméra de surveillance n'a pas filmé Alvaro en train de monter sur le wagon. La police a alors essayé de comprendre comment il avait pu se retrouver là et ils ont d'abord imaginé qu'Alvaro aurait pu sauter d'un pont qui se situait à proximité. Mais cette hypothèse a finalement été exclue parce que la distance entre le pont et le toit du train est de 3 mètres, donc le saut paraissait finalement irréalisable. Clairement, il y a des gens qui ont tenté de réaliser ce saut en étant bel et bien encadrés par les autorités, par la police, etc. Mais ils n'ont pas réussi, ça paraissait impossible. Avec les distances, on se rendait bien compte que Alvaro n'aurait sans doute pas réussi à tomber sur le toit des wagons. Ça veut donc dire qu'il n'a sans doute pas sauté du pont pour arriver sur ce wagon. De plus, les enquêteurs ont retrouvé les empreintes digitales d'Alvaro sur les parois entre les deux wagons. Et vu la position des empreintes, en fait, ça prouvait qu'il avait escaladé à cet endroit pour monter sur le toit. Donc grâce à ces empreintes, on avait quand même la confirmation qu'il n'avait pas sauté du pont, mais que sans doute il avait réussi à aller sur les voies, avait été vers ce train et avait grimpé jusqu'au toit tout seul. Mais bon, la société de transport ferroviaire a tout de même continué à soutenir le fait que si Alvaro avait pu se retrouver là, c'était grâce au fait qu'il était monté sur le pont et qu'il avait sauté. Alors, pourquoi est-ce que la société des transports insistait autant? C'est sans doute parce qu'ils essayaient de se protéger en disant que la mort d'Alvaro ne venait pas de problèmes de sécurité au sein de la gare et que pour accéder au toit, il avait sans doute dû faire une cascade, ce qui à ce moment-là n'était pas de leur responsabilité. En fait, oui, il s'agit d'un accident, mais ce qui est clairement dégueulasse dans cette affaire, c'est que la société de transport, la gare de Séville, a essayé de dire c'est absolument pas de notre faute, on n'a pas de problème de sécurité chez nous, c'est lui qui a fait ça tout seul, nous on n'a rien à voir là-dedans. Ils se sont vraiment déresponsabilisés de tout. Un petit peu plus tard, il y a un analyste qui s'appelle Alvis Pérez qui a tenu à clarifier certaines choses et sur son compte Telegram, il a publié un message qui avait pour but de montrer les responsabilités de la société de transport ferroviaire. En soi, dans son message, il va raconter un petit peu tout ce que je vous ai dit là et il va conclure son message en disant: la version la plus plausible pour le moment est que l'ADIF, qui est l'entreprise en charge de l'infrastructure,
cherche à cacher qu'Alvaro Prieto avait pu accéder aux voies en raison des terribles conditions des murs et des clôtures. Il avait ensuite pu courir sur les voies, était monté sur le wagon et sa main gauche avait touché le câble supérieur à 3500 volts. Donc oui, comme je le dis, c'est un triste accident, mais le personnel de gare et l'infrastructure est clairement en faute. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on y reviendrait, mais est-ce que vous vous rappelez des ouvriers qui avaient justement proposé leur chargeur à Alvaro, chargeur qu'Alvaro aurait soi-disant refusé? En fait, grâce à l'enquête, on va éclaircir tout ça et on va comprendre qu'Alvaro n'avait pas du tout refusé ce chargeur. Bien au contraire, il l'avait même accepté, mais au final, eh bien, il était incompatible avec son téléphone. Donc déjà là, on sent qu'il y a un problème parce que les ouvriers n'ont pas précisé ça, ils ont simplement dit Alvaro a refusé le chargeur, alors que non, il le voulait ce chargeur, c'est juste que c'était pas compatible. À partir de là, moi je me demande même si quelqu'un ne l'a pas tout simplement vu se faire électrocuter et n'a rien dit. J'ai l'impression que du côté des ouvriers et des employés de cette gare, rien n'est vraiment clair, il y a des zones floues, on sent qu'ils veulent vraiment se déresponsabiliser de tout ça. Voilà, je sais pas quoi en penser, mais je trouve ça vraiment triste. En tout cas, récemment, la famille d'Alvaro a tenu à remercier toutes les personnes qui les avaient soutenus pendant cette horrible épreuve, mais ils ont également ajouté qu'ils ne souhaitaient plus s'exprimer. D'ailleurs, ils se sont vraiment fait petits dans cette affaire. Oui, il y a eu beaucoup de médiatisation, mais ils n'ont jamais vraiment montré leur visage. Ils ont tenu à avoir toujours un certain calme. D'ailleurs, j'ai eu beau essayer de les rechercher sur les réseaux, etc. J'ai rien pu trouver. Donc voilà, je pense qu'ils essayent vraiment de faire leur deuil en paix et ils veulent plus vraiment donner d'interviews ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. Ici, on n'est pas face à un meurtre ou face à quelqu'un qui a intentionnellement voulu donner la mort à Alvaro, mais je trouve que ça fait presque plus peur encore parce que on est dans une gare, on est dans un endroit où on est censé pouvoir se sentir en sécurité et ici on se rend compte que tout le personnel, tous ces gens qui sont même censés veiller à notre confort en soi quand on voyage, ont totalement abandonné Alvaro, que ce soit avant sa mort et même après sa mort. Il avait que 18 ans, c'était un jeune garçon, il sortait à peine de l'adolescence. Je trouve ça juste horrible que personne n'a pris pitié de lui et que personne n'a essayé vraiment de chercher des solutions avec lui. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette affaire, je vous lirai avec attention. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si cette histoire, si cette affaire vous a intéressé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!